Ethan Dubois se faufilait dans les couloirs du lycée de Bois-Nord, une silhouette mince, à peine remarquée, tandis que les élèves s'agitaient autour de lui. À 17 ans, il mesurait à peine 1,70 m, son teint clair presque transparent sous les lumières vives, et de lourdes ombres sous ses yeux lui donnaient un air fatigué. Son fort accent alsacien rendait chaque mot étrange aux oreilles de ses camarades de classe français, et ses vêtements usés pendaient lâchement sur sa silhouette mince, le désignant comme un étranger dès son arrivée. Cela ne faisait qu'un mois qu'Ethan et sa mère étaient arrivés dans cette paisible bourgade de Lorraine, fuyant une histoire que personne au lycée de Bois-Nord ne pourrait jamais imaginer. Sa mère travaillait de longues heures à la boulangerie du coin, gagnant à peine assez pour payer le loyer de leur petite chambre au-dessus de la laverie automatique. Ethan restait à l'écart, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, essayant de disparaître dans le décor de la vie lycéenne qui lui semblait si étrangère. Mais disparaître était difficile quand on était le seul gamin de l'école à sursauter au moindre bruit fort, à manger chaque repas comme si c'était le dernier, et à se déplacer avec les pas prudents et contrôlés de quelqu'un qui avait appris très tôt qu'attirer l'attention pouvait signifier des ennuis. La première fois que Maxime Leroy l'a vu, Ethan était assis seul, au fond de la cantine, mangeant tranquillement son déjeuner préparé, tout en lisant un roman de poche usé. Maxime était tout ce qu'Ethan n'était pas, grand, musclé, avec l'assurance naturelle qui vient du fait de ne jamais avoir à se soucier d'argent. Il était le demi de mêlée vedette de l'équipe de rugby, et sa famille possédait la plus grande ferme de la région. Quand Maxime décidait que quelqu'un valait son attention, c'était rarement une bonne nouvelle. « Hé, le ch'ti !» a crié Maxime, utilisant le surnom qu'il avait donné à Ethan dès son premier jour. « Tu vas finir ton sandwich ou quoi ?» Ethan leva lentement les yeux, ses yeux vert clair, rencontrant ceux de Maxime pendant une seconde avant de retourner à son livre. Il fit glisser le sandwich sur la table sans un mot, espérant que ce serait la fin. Mais Maxime ne s'intéressait pas au sandwich, il s'intéressait à la réaction, à la façon dont les épaules d'Ethan se tendaient, à la façon dont sa mâchoire se serrait presque invisiblement. Maxime avait toujours obtenu ce qu'il voulait, et ce qu'il voulait maintenant, c'était s'amuser. « Qu'est-ce qui ne va pas, le ch'ti? Tu as perdu ta langue ?» Maxime gloussa, et ses copains, Julien Moreau et Kevin Petit, se joignirent à lui. Julien était presque aussi grand que Maxime, avec la même méchanceté, mais moins de créativité. Kevin était plus petit, le genre de gamin qui traînait avec les brutes parce que c'était plus sûr que d'être leur cible. Ethan ferma soigneusement son livre, le rangea dans son sac à dos et se leva pour partir. Mais Maxime n'en avait pas encore fini avec lui. « Où tu vas, l'Alsacien? On fait juste connaissance. » La façon dont Maxime disait « alsacien » sonnait comme une insulte. D'autres élèves commençaient à remarquer maintenant, se tournant pour regarder. Ethan sentit la familiarité de l'étau dans son estomac, les vieux instincts se réveillant. Dans une autre vie, dans un autre endroit, il aurait déjà calculé les meilleures voies d'évacuation, identifié les armes potentielles, évalué le niveau de danger de chaque personne. Mais ce n'était pas cet endroit, et il n'était plus cette personne. Du moins, il essayait de ne plus l'être. « Je dois aller en cours », dit doucement Ethan, son accent chargé de nervosité. « Il doit aller en cours », se moqua Maxime, exagérant l'accent alsacien. « Il doit aller en cours, le petit Alsacien. » Les rires des tables environnantes étaient comme un coup de poing physique. La main d'Ethan se serra sur son sac à dos et pendant un instant, ses yeux brillèrent d'une froideur et d'un danger. Mais il se força à se détourner, à marcher vers la sortie de la cantine à pas lents. C'est alors que Julien tendit son pied. Ethan tomba lourdement, son sac à dos s'ouvrant en heurtant le sol. Des livres se sont éparpillés sur le sol, et son vieux carnet de croquis s'est ouvert, montrant des pages remplies de motifs alsaciens. Les rires étaient plus forts maintenant, et quelqu'un a commencé à applaudir. « Oups !» dit Julien, souriant avec suffisance en le regardant de haut. « Désolé, le ch'ti, je ne t'avais pas vu. » Ethan ramassa ses livres en silence, le visage brûlant de honte.
Alors qu'il tendait la main vers son carnet de croquis, Maxime marcha dessus, enfonçant sa botte dans les pages. « C'est quoi ça, le ch'ti? Des cartes vers ta maison à Colombage ?» Le carnet de croquis était la seule chose qu'il restait à Ethan de son ancienne vie, rempli des dessins et des histoires de sa mère, de leur région natale. Le voir sous la botte de Maxime envoya une vague de colère à travers lui si forte qu'elle brouilla sa vision. Ses doigts se crispèrent, la mémoire musculaire essayant de prendre le dessus. Mais il ne pouvait pas. Il ne voulait pas. Sa mère lui avait fait une promesse. « S'il te plaît, » murmura Ethan, levant les yeux vers Maxime. « S'il te plaît, rends-moi mon carnet de croquis. » Le « s'il te plaît » sembla satisfaire quelque chose chez Maxime. Il leva le pied et recula, regardant Ethan ramasser soigneusement le carnet de croquis endommagé et le serrer contre sa poitrine. « À plus, le ch'ti !» dit Maxime, et il y avait une menace dans sa voix qui glaça le sang d'Ethan. Le schéma était établi ce jour-là. Maxime et ses amis trouvaient Ethan entre les cours, dans les couloirs, parfois même dans les vestiaires. Il faisait tomber ses livres de ses mains, se moquait de son accent, l'appelait le ch'ti, l'alsacien ou le strasbourgeois. Il lui demandait s'il regrettait ses cigognes, s'il savait faire la choucroute, s'il allait trouver un bretzel porte-bonheur. Ethan endurait tout cela en silence. Il nettoyait tout ce qu'ils avaient sali, ramassait tout ce qu'ils avaient fait tomber et continuait sans un mot de plainte. Il ne se battait jamais, n'élevait jamais la voix, ne les regardait même jamais dans les yeux plus d'un instant. Les autres élèves regardaient cela se produire, avec le genre d'intérêt distant habituellement réservé à la télé-réalité. Certains d'entre eux se sentaient désolés pour le garçon alsacien tranquille, mais pas assez désolés pour faire quoi que ce soit. S'impliquer signifiait devenir une cible, et tout le monde savait qu'il valait mieux être un spectateur qu'une victime. Madame Martin, sa professeure d'histoire, remarqua les marques de plus en plus fréquentes sur ses bras, la façon dont il sursautait quand quelqu'un parlait fort. Elle le prit à part après le cours un jour, sa voix douce d'inquiétude. « Ethan, tout va bien à la maison? As-tu du mal à t'adapter à l'école ?» Il la regarda avec ses yeux clairs et anciens et hocha légèrement la tête. « Tout va bien, Madame Martin. Merci de demander. » Elle voulait insister, voulait aider, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui la dissuadait. Quelque chose qui suggérait qu'il avait appris il y a longtemps qu'on ne pouvait pas toujours faire confiance aux adultes pour vous protéger. Le point de rupture survint un jeudi après-midi de fin novembre. Ethan marchait vers son casier après la dernière sonnerie, se réjouissant du week-end, de 2 jours de calme. Mais Maxime et sa bande l'attendaient et ils avaient amené des amis. « Hé, le ch'ti !» cria Maxime, sa voix résonnant dans le couloir presque vide. « On parlait justement de toi. » Ethan cessa de marcher, mais ne se retourna pas. Il pouvait les entendre se rapprocher, pouvait compter leurs pas, pouvait sentir le mélange d'eau de Cologne et de sueur qui semblait les suivre. « On se demandait, » dit Julien, bloquant le chemin d'Ethan vers la sortie, « si c'est vrai ce qu'on dit sur les Alsaciens et la bière. »« Ouais, » renchérit Kevin, encouragé par la présence des garçons plus âgés. « J'ai entendu dire que vous étiez genre né en buvant ou un truc comme ça. C'est vrai le ch'ti ?» La mâchoire d'Ethan se serra, mais il ne dit rien. Il essaya de contourner Julien, mais le garçon plus grand se déplaça pour le bloquer à nouveau. « Allez le ch'ti !» dit Maxime, sa voix devenant dangereuse. « On est juste curieux. Tu ne parles jamais à personne, tu ne nous dis jamais rien sur toi. On essaie d'être amicaux, là. »« Je veux rentrer chez moi, » dit doucement Ethan. « Chez toi ?» Maxime rit. « Tu veux dire retourner en Alsace ? Ouais, on veut tout ça aussi. Mais puisque tu es coincé ici avec nous, les Français, tu pourrais aussi répondre à nos questions. » Le groupe s'était agrandi maintenant. D'autres élèves attirés par la promesse de divertissement. Quelqu'un avait sorti son téléphone en train d'enregistrer. Ethan pouvait se voir tel qu'il le voyait, petit, étranger, impuissant. La colère familière montait dans sa poitrine, mais il la réprima comme sa mère le lui avait appris. « Contrôle ta colère, mon petit », disait-elle, utilisant son surnom d'enfance. « La colère est un feu qui te brûle plus qu'elle ne brûle les autres. » Mais alors qu'Ethan se tenait là,
Entouré d'adolescents qui ne le considéraient que comme une blague, il pouvait sentir le feu s'agiter à l'intérieur de lui. La partie de lui qui avait appris à survivre dans des endroits où la miséricorde était rare et la faiblesse signifiait la mort. « J'ai entendu dire, continua Maxime, sa voix portant clairement dans le couloir, que ton père était une sorte de terroriste. C'est pour ça que tu es ici, non? Ta famille a été expulsée d'Alsace ?» Les mots frappèrent Ethan comme des coups de poing. Son père avait été beaucoup de choses, mais un terroriste n'en faisait pas partie. Il avait été un homme bon qui s'était battu pour ce en quoi il croyait, avait essayé de protéger sa communauté des forces puissantes. C'est ce qui l'avait fait tuer, et ce qui avait envoyé Ethan et sa mère courir à travers l'océan vers cette paisible bourgade lorraine. « Mon père était un homme bon », dit Ethan, sa voix à peine audible. « Bien sûr qu'il l'était », ricana Maxime. « C'est pour ça que tu es ici au lieu de là-bas, non? C'est pour ça que tu t'habilles comme un mendiant et que ta mère travaille dans cette boulangerie puante ?» Le cercle d'élèves grandissait, et Ethan pouvait entendre leurs chuchotements, leurs ricanements. Il pouvait voir certains d'entre eux enregistrer avec leur téléphone, capturant son humiliation pour que tout le monde puisse la voir. Ses mains tremblaient maintenant, et il les serra en poing pour le cacher. « Tu sais quoi ?» dit Maxime, ses yeux s'illuminant d'une idée soudaine. « Je pense qu'il est temps qu'on teste cette théorie sur les Alsaciens et la bagarre. Qu'est-ce que vous en pensez ?» L'accord fut instantané et enthousiaste. Avant qu'Ethan ne puisse réagir, des mains fortes agrippèrent ses bras et il se retrouva traîné vers l'arrière de l'école. Il ne se débattit pas encore. Il savait que se débattre ne ferait que les exciter davantage, les rendre plus violents. Ils le traînèrent jusqu'au quai de chargement derrière la cantine, où le grand compacteur à ordures se tenait comme une bête métallique. Il était utilisé pour broyer les cartons et les déchets alimentaires, assez grand pour y jeter une personne, avec une lourde porte qui se verrouillait hermétiquement. « Parfait !» dit Maxime, sortant son téléphone pour enregistrer. « Voyons voir à quel point notre petit Alsacien est vraiment dur. » Ethan sentit le calme familier s'installer sur lui, alors qu'il le forçait vers le compacteur. C'était le même calme qu'il avait ressenti dans les rues quand les gangs venaient le chercher au milieu de la nuit. Le même calme qu'il avait ressenti quand il le coinçait dans une ruelle, en infériorité numérique et sans armes. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir. Pour eux, il n'était qu'un gamin maigre de 17 ans qui avait trop peur pour se défendre. Ils n'avaient aucune idée qu'il avait passé des années dans des endroits qui faisaient ressembler leurs pires cauchemars à des jeux d'enfants. « S'il vous plaît, dit-il, et sa voix avait la bonne dose de peur. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » C'était ce qu'il voulait entendre. Le sourire narquois de Maxime s'élargit et il fit signe à Julien et Kevin d'ouvrir la porte du compacteur. L'odeur des ordures en décomposition s'en échappa par vagues et Ethan pouvait voir les cartons broyés et les restes de nourriture à l'intérieur. « Ne t'inquiète pas, le ch'ti, » dit Maxime, tenant son téléphone pour obtenir la meilleure prise de vue. « On te laissera sortir dans quelques minutes, juste assez longtemps pour voir si tu es aussi dur que tu le prétends. » Ils le poussèrent à l'intérieur et la lourde porte claqua avec un bruit de tonnerre. Ethan entendit le clic du verrou extérieur, entendit leur rire résonner à travers les murs métalliques, entendit Maxime dire à tout le monde de se taire pour qu'il puisse l'entendre supplier d'être libéré. Puis il y eut le silence. Ethan se tenait dans l'obscurité, respirant lentement et régulièrement. L'odeur à l'intérieur du compacteur était affreuse, l'air épais de la puanteur de la décomposition. C'était suffisant pour faire vomir quelqu'un, suffisant pour les rendre fous de claustrophobie. Mais Ethan le remarqua à peine. Il avait été dans des endroits pires, bien pires. Il avait passé des semaines à se cacher, entassé dans de petits espaces où l'air était vicié et l'odeur de la peur était omniprésente. Il avait appris à contrôler sa respiration, à concentrer son esprit, à trouver la paix au milieu du chaos. Dehors, il pouvait entendre Maxime et ses amis attendre, s'attendant probablement à ce qu'il commence à frapper à la porte dans quelques minutes, suppliant et implorant d'être libéré. Il pouvait entendre d'autres élèves se rassembler, attirés par l'excitation de voir le bizarre garçon alsacien enfin obtenir ce qu'il méritait.
Mais Ethan ne frappa pas à la porte. Il ne supplia, ni n'implora. Au lieu de cela, il trouva une position confortable contre le mur du fond et s'installa pour attendre. 10 minutes passèrent, puis 20. Ethan pouvait entendre des voix confuses à l'extérieur maintenant, des gens se demandant pourquoi il ne faisait aucun bruit. Maxime devenait impatient, sa voix portant clairement à travers les murs métalliques. « Pourquoi il ne dit rien ?» demanda Julien, et il y avait de l'inquiétude dans sa voix maintenant. « Peut-être qu'il s'est évanoui », suggéra Kevin, mais il n'avait pas l'air sûr. « Personne ne s'évanouit aussi vite », dit Maxime, mais Ethan pouvait entendre le doute s'insinuer dans sa voix. 30 minutes, 40. La foule à l'extérieur devenait agitée, et Ethan pouvait entendre des voix d'enseignants maintenant, des adultes qui avaient remarqué la foule et posaient des questions. Quelqu'un se disputait pour savoir s'il devait ouvrir la porte, mais Maxime insistait pour qu'ils attendent encore un peu. À la 45e minute, Ethan entendit le son qu'il attendait, le verrou externe s'ouvrant. La lumière inonda le compacteur alors que la porte s'ouvrait, et une douzaine de visages se penchèrent à l'intérieur, s'attendant à trouver un adolescent tremblant et terrifié, implorant la pitié. Au lieu de cela, ils trouvèrent Ethan assis calmement contre le mur du fond, sa respiration régulière, son visage normal. Il n'y avait pas de saleté sur ses vêtements, aucun signe de détresse. Il leva les yeux vers eux avec ses yeux vert clair et sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. « C'est tout ?» demanda-t-il, sa voix portant clairement dans le silence soudain. « Chez nous, on appelle ça une pause détente. » L'effet fut immédiat et puissant. Maxime recula, le visage pâlissant. Les autres élèves commencèrent à chuchoter entre eux, des téléphones apparaissant pour enregistrer cet instant impossible. Julien et Kevin avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Ethan se leva lentement, enlevant la poussière imaginaire de ses vêtements. Alors qu'il marchait vers la porte, la foule s'écarta devant lui comme s'il portait une maladie contagieuse. Mais il n'en avait pas encore fini, loin de là. « Maxime, dit-il, sa voix calme, mais portant une force qui fit se figer tout le monde. Tu voulais en savoir plus sur mon père? Sur la raison pour laquelle nous sommes venus en France ?» Maxime ne semblait pas trouver sa voix. Il se tenait juste là, fixant Ethan comme s'il regardait quelque chose d'irréel. « Mon père, continua Ethan se rapprochant, était un meneur. Il s'est battu pour les droits de son peuple, s'est opposé à ceux qui essayèrent de le contrôler. Les gens auxquels il s'est opposé n'ont pas beaucoup aimé ça. » Un autre pas plus près. Maxime essaya de reculer, mais il y avait trop de gens derrière lui. « Ils l'ont tué, dit Ethan, sa voix toujours calme. Mais d'abord, il voulait envoyer un message. Alors, ils ont pris son fils de 15 ans, ce serait moi, et ils ont essayé de me briser. Ils voulaient faire de moi un exemple de ce qui arrive quand on défie leur pouvoir. » Le silence était absolu maintenant. Même les enseignants qui étaient arrivés pour disperser la foule avaient cessé de parler, attirés par l'intensité tranquille de la voix d'Ethan. « Pendant des années, continua Ethan, j'ai vécu dans la peur, regardant toujours par-dessus mon épaule, me demandant toujours qui allait me faire du mal ensuite. J'ai appris à me battre, à survivre, à me protéger et à protéger ma mère. Et savez-vous ce qui m'a permis de continuer, Maxime ?» Maxime secoua la tête, incapable de parler. La certitude qu'un jour, quelque part, il y aurait des gens comme toi, des gens qui pensent que la force vient de blesser ceux qui ne peuvent pas se défendre, des gens qui pensent que le pouvoir signifie faire souffrir les autres. Ethan était assez près pour toucher Maxime maintenant, assez près pour que tout le monde puisse voir la différence entre eux. Maxime était plus grand, plus fort, soi-disant plus dur. Mais à ce moment-là, il ressemblait à un enfant comparé au garçon pâle et mince qui se tenait devant lui. « Tu veux voir ce que j'ai appris pendant ces années, Maxime ?» demanda Ethan, sa voix baissant à un murmure. « Tu veux savoir ce qui arrive quand on pousse quelqu'un qui n'a plus rien à perdre ?» Pendant un instant, il sembla que Maxime allait dire oui. Sa fierté se battait avec sa peur croissante, et Ethan put voir le moment exact où la peur gagna. « Je suis désolé, » balbutia Maxime, sa voix se brisant. « C'était juste une blague, mec. On ne pensait rien de mal. » Ethan l'étudia pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. «
Je sais que tu ne pensais rien de mal. C'est ça le problème. Vous blessez les gens parce que vous vous ennuyez, parce que ça vous fait vous sentir important, parce que vous le pouvez. C'est ça qui te rend dangereux, Maxime. Pas ta taille, pas tes amis, pas l'argent de ta famille. Ton manque de considération pour la douleur des autres. Il se tourna pour faire face à toute la foule maintenant, sa voix portant clairement dans l'air de l'après-midi. Je suis venu ici pour recommencer à zéro, pour laisser la violence derrière moi. Ma mère m'a fait promettre d'être meilleur que les gens qui ont fait du mal à ma famille. Pendant 1 mois, j'ai tenu cette promesse. Je vous ai laissé vous moquer de moi, m'humilier, me blesser, parce que je pensais que c'était ça, être meilleur. Ses yeux vert clair balayèrent les visages de ses camarades de classe, et plusieurs d'entre eux détournèrent le regard. Mais j'avais tort. Être meilleur ne signifie pas être faible. Cela ne signifie pas laisser les brutes faire ce qu'elles veulent, parce que se défendre pourrait vous rendre comme elles. Parfois, être meilleur signifie se lever, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Ethan recula, donnant de l'espace à Maxime, mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage du garçon plus grand. « Tu as un choix à faire, Maxime. Vous tous, vous pouvez continuer à être le genre de personne qui blesse les autres pour se divertir, ou vous pouvez choisir d'être meilleur. Mais comprenez ceci, j'en ai fini d'être votre victime. J'en ai fini d'être la victime de qui que ce soit. » La foule commençait à se disperser maintenant, les enseignants intervenant pour rétablir l'ordre, les élèves s'éloignant en petits groupes, chuchotant entre eux. Mais Maxime resta figé sur place, fixant Ethan, comme s'il le voyait pour la première fois. « Qu'est-ce que tu es ?» murmura Maxime. Ethan réfléchit à la question. « Je suis quelqu'un qui a survécu à l'enfer pour avoir une chance à une vie normale. Je suis quelqu'un qui a tout perdu et qui est venu ici en espérant trouver quelque chose de mieux. Je suis quelqu'un qui a été poussé aussi loin qu'on pouvait le pousser. » Il fit une pause, puis ajouta « Mais surtout, je ne suis qu'un gamin de 17 ans qui veut qu'on le laisse tranquille. » Alors qu'Ethan s'éloignait, se dirigeant vers l'avant de l'école où sa mère l'attendait pour venir le chercher, il pouvait sentir le poids de dizaines de pères d'yeux sur son dos. Mais c'était différent maintenant. Là où auparavant il y avait eu de l'indifférence et du mépris, maintenant il y avait autre chose. Du respect, peut-être, ou de la peur. Il n'était pas sûr de ce qu'il préférait. Le lundi suivant, le lycée de Bois-Nord était un endroit différent pour Ethan Dubois. Les élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant hochèrent la tête en le voyant dans les couloirs. Les enseignants le regardèrent avec un intérêt nouveau, comme s'ils le voyaient clairement pour la première fois. Et Maxime Leroy, la terreur de la classe de première, évita son regard. L'histoire de ce qui s'était passé dans le compacteur s'était répandue pendant le week-end, grandissant à chaque récit. Certaines versions montraient Ethan méditant comme un gourou, d'autres le faisant des pompes dans les températures glaciales. Quelques-unes affirmaient qu'il avait fredonné des chansons folkloriques alsaciennes tout le temps. Ethan ne prit pas la peine de corriger aucune des histoires. Qu'il pense ce qu'il voulait penser. L'important était que personne ne l'appelait plus le ch'ti. Au déjeuner, il s'assit dans son coin habituel, lisant son livre et mangeant son repas préparé. Mais cette fois, quand quelqu'un s'approcha de sa table, ce n'était pas Maxime ou sa bande. C'était Léa Moreau, une fille tranquille de son cours de chimie qui avait toujours semblé aussi invisible que lui. « Ça te dérange si je m'assois ici ?» demanda-t-elle, montrant la chaise vide en face de lui. Ethan leva les yeux, surpris. « Bien sûr, s'il te plaît. » Alors qu'elle s'installait, elle jeta un coup d'œil autour de la cantine, remarquant la façon dont les conversations s'arrêtaient chaque fois que les gens regardèrent dans leur direction. « Alors, dit-elle nonchalamment, ouvrant son propre sac à déjeuner. « L'Alsace, hein ?» Les lèvres d'Ethan se contractèrent en ce qui aurait pu être un sourire. En fait, c'était plus comme l'Ukraine, mais c'est à peu près pareil. « L'Ukraine, » répéta-t-elle pensivement. « J'ai entendu dire que c'était magnifique là-bas. » « Certaines parties le sont, » admit Ethan. « Les parties qui ne sont pas recouvertes de béton et de barbelés. » Ils mangèrent dans un silence confortable pendant un moment, deux enfants invisibles qui étaient soudainement devenus très visibles. Finalement, Léa reprit la parole. « Tu sais,
J'ai toujours pensé que tu avais l'air triste, dit-elle. Pas effrayé, pas en colère, juste triste. Ethan considéra cela. Je suppose que je l'étais, je le suis. C'est difficile de tout laisser derrière soi et de recommencer à zéro. Surtout quand les choses que tu as laissées derrière toi n'étaient pas ton choix. Mais tu n'es pas seulement triste, n'est-ce pas? Continua Léa. Il y a autre chose. Quelque chose que Maxime et ses amis n'ont jamais vu. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Demanda Ethan, sincèrement curieux de son point de vue. Léa prit une bouchée de son sandwich, mâchant pensivement. De la force, je suppose. Pas le genre qui vient des muscles ou de l'attitude, mais le genre qui vient de survivre à des choses qui briseraient d'autres personnes. Le genre qui te permet de rester assis dans un congélateur pendant près d'1 heure sans broncher. « Tu penses que ça me rend fort ?» demanda Ethan. « Je pense, » dit Léa prudemment, « que tu es la personne la plus forte de cette école. Peut-être la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et je pense que tu es aussi la plus solitaire. » L'observation frappa Ethan plus fort qu'il ne s'y attendait. Il avait été tellement concentré sur le fait de faire profil bas, d'éviter les ennuis, qu'il n'avait pas réalisé à quel point il s'était isolé. Même avant l'incident avec Maxime, il avait dérivé à travers ses journées comme un fantôme, ne se connectant à personne ni à rien. Peut-être, admit-il, mais je ne suis pas sûr de savoir comment être autre chose. Peut-être que tu n'as pas à tout comprendre d'un coup, suggéra Léa. Peut-être que tu peux commencer par être toi-même. Le vrai toi, pas la version que tu penses que les gens veulent voir. Comme invoqué par leur conversation, Maxime apparut au bord de leur table. Mais ce n'était pas le tyran fanfaron et sûr de lui qui avait tourmenté Ethan pendant des semaines. C'était un Maxime différent. Un Maxime qui semblait plus petit en quelque sorte, moins sûr de lui. « Ethan, dit-il, sa voix assez basse pour que seuls eux puissent l'entendre. « Je peux te parler ?» Ethan leva les yeux vers lui, remarquant la façon dont les mains de Maxime tremblaient légèrement, la façon dont il jetait constamment des coups d'œil autour de lui, comme s'il avait peur que quelqu'un ne les regarde. « Bien sûr, dit Ethan, montrant une chaise vide. Maxime s'assit prudemment, comme s'il s'attendait à ce que la chaise s'effondre sous lui. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Maxime s'éclaircit la gorge. « Je veux m'excuser, dit-il, les mots sortant à la hâte. Pas seulement pour vendredi, mais pour tout. Les noms, les bousculades, tout ça. J'avais tort, et je suis désolé. » Ethan étudia le visage de Maxime, cherchant des signes de tromperie ou d'insincérité. Mais tout ce qu'il vit, c'était un garçon de 17 ans qui avait l'air aussi perdu et confus qu'Ethan se sentait la plupart des jours. « Pourquoi ?» demanda Ethan simplement. « Pourquoi quoi ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as décidé que je méritais d'être tourmenté ?» Maxime baissa les yeux sur ses mains, luttant pour trouver les mots. « Je ne sais pas. Parce que je pouvais, je suppose. Parce que tu étais différent, et différent était facile à attaquer. Parce que ça me faisait me sentir puissant. Et maintenant ? Maintenant, je ne peux pas arrêter de penser à ce que tu as dit, à ton père, au camp, au genre de personne que je suis. » Maxime leva les yeux, rencontrant les yeux d'Ethan. « Je ne veux plus être cette personne. » Ethan hocha lentement la tête. « C'est un début. »« Je sais qu'une excuse ne répare rien, » continua Maxime. « Je sais que je ne peux pas revenir en arrière et effacer ce que j'ai fait, mais je veux essayer de réparer les choses d'une manière ou d'une autre. » « Comment ?» Maxime se tut un instant, puis se redressa avec un effort visible. « Je veux dire à tout le monde la vérité, sur ce qui s'est vraiment passé vendredi, sur ce que je t'ai fait, sur le genre de personne que tu es vraiment. »« Et quel genre de personne suis-je » demanda Ethan, sincèrement curieux. « Quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui en est ressorti sans perdre son âme, » dit Maxime. « Quelqu'un qui aurait pu me détruire vendredi, mais a choisi de ne pas le faire. Quelqu'un qui est plus fort que nous tous réunis, mais qui n'utilise pas cette force pour blesser les gens. » La sincérité dans la voix de Maxime était indubitable, et Ethan sentit quelque chose changer en lui. Pas le pardon, exactement, cela prendrait du temps, mais le début de la compréhension. « J'accepte tes excuses, » dit Ethan finalement.
mais comprends qu'il faudra du temps pour que la confiance se construise entre nous. » « Je comprends, » dit Maxime, le soulagement évident dans sa voix. « Merci de ne pas m'avoir fait ce que je méritais. » Alors que Maxime se levait pour partir, il fit une pause et regarda Ethan. « Pour ce que ça vaut, dit-il, je suis content que tu sois là. Je pense que cet endroit a besoin de quelqu'un comme toi. » Après son départ, Léa regarda Ethan avec un respect nouveau. « C'était impressionnant, » dit-elle. « La plupart des gens à ta place auraient voulu se venger. »« La vengeance est facile, » répondit Ethan, pensant aux mots de sa grand-mère. « Le pardon est difficile, mais construire quelque chose de mieux est encore plus difficile. » Les semaines qui suivirent apportèrent des changements auxquels Ethan ne s'attendait pas. Maxime, fidèle à sa parole, commença activement à travailler pour réparer les dommages qu'il avait causés. Il empêcha ses amis de harceler d'autres élèves, s'opposa aux brutes dans les couloirs et commença même à faire du bénévolat dans le programme de conseil par les pairs. Tyler et Jake, privés des encouragements de leur chef, trouvèrent leur goût pour l'intimidation considérablement diminué. Ils gardèrent leur distance avec Ethan, mais ils cessèrent également de cibler d'autres élèves vulnérables. Quant à Ethan lui-même, il découvrit qu'avoir tenu tête avait ouvert des portes dont il ignorait l'existence. Les élèves qui l'avaient ignoré auparavant commencèrent à l'inclure dans les conversations, à l'inviter à des groupes d'études, à lui demander de l'aide pour les matières dans lesquelles il excellait. Il découvrit que Léa n'était pas la seule à l'avoir observé depuis la touche. Finalement, Madame Martin lui offre une opportunité. « Ethan, je pense à ce qui s'est passé. Je pense que tu peux aider d'autres. Ton histoire peut aider les élèves qui traversent des moments difficiles. » Ethan réfléchit. « Que devrais-je faire ? Simplement parler. Partager ton histoire, si tu veux. Leur montrer qu'ils peuvent survivre et devenir de bonnes personnes. » Ethan réfléchit. Partager son passé l'effrayait, mais c'était peut-être ce qu'il devait faire. « Je vais y réfléchir, » dit-il à Madame Martin. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Ethan emprunta un chemin différent. L'air sentait l'hiver. Perdu dans ses pensées, il remarqua une agitation. Des adolescents plus âgés coinçaient un enfant plus jeune. Ethan entendit des rires, vit de la peur et sentit une oppression dans sa poitrine. Il hésita. Ce n'était pas son problème. Il s'était défendu. Il pouvait s'en aller. Mais alors qu'il regardait, il entendit la voix de sa mère, lui rappelant « Protège ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. » Ethan s'avança. « Hé !» cria-t-il. « Laissez-le tranquille. » Les adolescents plus âgés se retournèrent. Ils virent un adolescent frêle. « Occupe-toi de tes affaires, » dit le